Alors, rebonjour. Bonjour aux nouveaux arrivants. Avant de laisser la parole à Zahir sur, sur la revue Management et Sciences sociales, je voulais vous dire quelques mots dans cette logique d'avoir un peu de recul et sur les règles du jeu et sur les logiques sous-jacentes à ces règles du jeu. Vous parlez rapidement des classements, des logiques de classement des revues, qui sont des logiques très particulières, qui sont relativement récentes. Le classement de la revue, hein. Pas l'idée de faire des listes ou d'évaluer les revues, mais de faire des classements de revues, sont assez récentes. Je vous prends rapidement deux petits papiers là-dessus. Il y a un classement qui est intéressant, qui est celui des Britanniques, de l'ABS, qui commence par 10 pages d'analyse de ce que c'est qu'un classement, comment on fait un classement. Il y a une bibliographie de pages. Enfin, ils sont allés assez loin dans la réflexion. C'est pas des grands critiques du classement, hein, puisqu'ils le produisent un classement, mais ils ont essayé de se poser des questions de fond sur la logique de classement. Et ils ont un premier paragraphe qui est tout bête, mais qui n'est pas anodin. À quoi ça sert une revue scientifique? Ils se sont posé cette question-là. Ils y trouvent quelques réponses. Un, cette évaluation en double aveugle par les pairs, c'est quand même une garantie d'une certaine qualité du travail académique. Ça a plein de défauts, ça a plein de biais, mais un papier qui paraît dans une revue, c'est un papier qui a été évalué par des gens qui sont experts, qui connaissent le sujet, son actualité. Donc il y a une forme de garantie. C'est une manière d'alimenter la communauté, des lecteurs de cette revue-là, de cette communauté, à la fois de les informer sur des nouveaux éléments, mais aussi de débattre dessus. C'est une forme d'archive, ça enregistre le progrès de la connaissance sur un sujet, et on peut aller voir sa progression au travers des différentes revues. Et c'est une manière de faire reconnaître son travail, et dans certaines disciplines, une forme de propriété intellectuelle. C'est moi qui ai publié en premier. Dans la foulée, il se pose la question de à quoi ça sert de classer. Premièrement, pour eux, c'est une indication de où publier. Quand on ne sait pas publier, quand on ne sait pas où publier, particulièrement pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants et les jeunes docteurs, c'est une forme de socialisation que ces classements-là qui indiquent les meilleures revues et les moins bonnes revues. Alors après, plus on a d'expérience, plus on prend ces classements avec du recul, plus on sait que celle-là, elle est surclassée, et celle-là, elle est sous-classée, mais ça montre bien qu'on a d'autres critères, mais qu'il y a quand même des critères parfois un peu arbitraires. Mais où publier, où soumettre? Et est-ce que je ne me lance pas sur quelque chose d'un peu trop ambitieux, ou est-ce que je ne devrais pas viser un peu plus haut? Ça permet d'évaluer la portée. C'est aussi devenu, et ils le reconnaissent eux-mêmes, un outil RH. Rémunération, évaluation, promotion, titularisation, hein, on regarde quand même, et sinon, combien vous avez de 3 étoiles, combien vous avez de 4 étoiles, on en parle aussi dans les jurys de HDR, on en parle, enfin ça devient la base d'une évaluation de la trajectoire professionnelle d'une personne. Ça devient aussi un outil d'audit. Combien vous publiez d'étoiles dans votre école, combien vous publiez d'étoiles dans votre laboratoire. Idem pour les classements des journalistes et le reporting qu'on peut faire au ministère, à la CEFDG, et ce dans tous les pays, puisque l'Angleterre fonctionne sur une logique d'évaluation tous les 7 ans, de ce qu'ils appellent le Research Excellence Framework, dans lequel on met, qu'est-ce qu'on a publié, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et il y a même des écoles qui ne peuvent plus publier que du 3 ou du 4 étoiles parce qu'elles veulent être reconnues comme étant d'un certain niveau. Enfin voilà, ça devient un outil d'audit. Ils reconnaissent, même s'ils continuent de publier un classement, que les classements ont des limites, qu'il y a un certain nombre d'enjeux derrière. Cette idée que le classement permettrait de séparer le bon grain de l'ivraie, eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des mauvais articles dans des très grandes revues, et il y a des articles passionnants dans des petites revues. Que c'est pas parce que, et je vais vous en reparler après, c'est pas parce qu'on a publié dans une grande revue que forcément on a publié quelque chose de passionnant. Hein. C'est pas systématique, il y a quand même un découplage qu'il ne faut pas oublier. L'effet de l'ancienneté, hein, c'est difficile quand on est une jeune revue, je pense que Zahir en parlera après, d'être tout de suite reconnu d'un certain niveau, hein, parce que forcément si vous rentrez, vous ne pouvez être qu'une étoile puisque vous êtes jeune. Et il y a un effet d'inflation aussi sur le nombre d'étoiles. On arrive aussi à grappiller des fois des étoiles à l'ancienneté.
Donc il y a un biais là-dedans, hein, c'est souvent les plus anciennes revues qui sont les mieux classées et les plus jeunes revues qui sont les moins bien classées. Il y a cet enjeu-là. Le fait que quand même si tout ça est basé beaucoup, même si c'est pas que, beaucoup sur des questions de statistiques de publication, on a quand même des biais assez importants là-dedans. Les chiffres ne sont pas toujours disponibles, les revues ne sont pas toujours indexées, et c'est pas systématiquement cohérent. Il y a des stratégies de citation, hein, où on est encouragé à citer des articles de la revue, ça fait monter les taux de citation. Il y a des gens qu'il faut citer, il y a des reviewers qui nous suggèrent de citer les travaux de machin et truc. Alors on ne sait pas si eux-mêmes c'est machin ou truc, mais quand même on nous encourage à citer un certain nombre de papiers. Enfin, voilà. Et nous-mêmes on s'y soumet parfois des stratégies dans l'introduction. Je vais citer un tel et un tel, ça fera plaisir. Moi, le nombre de fois où des articles de la Society and Business Review se réfèrent à mes travaux de manière totalement abusive, mais en se disant vas-y, il est éditeur, ça va lui faire plaisir, etc. Enfin, nous-mêmes, on s'en sert comme stratégie d'une certaine manière. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que ce classement britannique reconnaît ces biais-là, reconnaît la difficulté de produire un classement et essaye de réfléchir un peu. Tu vois, alors, ils n'en font pas 15 pages, mais ils les reconnaissent. Et en écho à ça, je voulais vous parler rapidement d'un article de Stellan Comey qui est paru dans l'Academy of Management Learning and Education sur cette question des classements et de leur pouvoir de séduction. Ce qu'elle nous dit, c'est que il semble que, même si on râle, même s'il y a du cynisme, même si on fait des blagues, même si on n'est pas toujours content, on a un peu succombé au charme de ces classements des revues. Quand quelqu'un nous dit « Ah, j'ai publié dans telle revue 4 étoiles », on dit « Ah, bravo !» Et puis quand quelqu'un nous dit « J'ai publié dans une revue 1 étoile », quand la personne est partie, on dit « 1 étoile ». Et on l'intègre un peu dans nos jugements sans forcément lire les papiers, on s'en sert comme un raccourci de la qualité des chercheurs et de leurs travaux. Elle essaye de creuser un peu cette question du pouvoir de séduction de ces classements qui, et là on est dans l'écho à ce que disait le classement d'ABS juste avant, détermine promotion, rémunération, employabilité. Si vous avez des étoiles publiées et que vous passez un entretien d'embauche, c'est pas la même chose que d'avoir des étoiles sur le point d'être publiées. Ça devient un enjeu de négociation. Voilà, on conseille maintenant aux doctorants d'avoir publié un peu, mais surtout d'avoir des papiers en révision au moment de passer des entretiens d'embauche. Ça serait bien mieux. Parce que de dire, moi j'ai fait 4 étoiles l'année dernière, oui d'accord, mais l'année prochaine quand vous serez chez moi. Donc ça devient un outil de détermination de notre valeur professionnelle. Quelque part, un chercheur qui ne publierait pas dans des revues haut classées, ça ne peut pas être un grand chercheur. Hein, on l'a intégré quelque part là-dedans, sachant que les bouquins sont sortis de ça. Or, ce qui laisse une trace et ce qui est le plus cité, ça reste quand même les livres. Mais voilà, on est un peu sous l'emprise de la séduction des classements, d'autant plus qu'on n'est pas les seuls à s'y référer. Hein. Tout le monde s'y réfère. L'ABS le disait déjà avant. Nos directions s'y réfèrent, nos évaluateurs s'y réfèrent, les journalistes s'y réfèrent, les bourses de financement s'y réfèrent. Enfin voilà, c'est mentionné partout et c'est mobilisé un peu partout. Et nous, on les incorpore et elle se pose la question avant de comment est-ce qu'on pourrait résister. Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'y arriver. La première chose, c'est de reconnaître le pouvoir de séduction. Qui se fondent la plupart du temps sur des statistiques bibliographiques. Alors, elle fait quelque chose d'intéressant, elle fait un peu la généalogie de ces études bibliographiques, et elle montre que ces statistiques, à la base, étaient faites pour que les chercheurs puissent retracer les débats autour d'un article. C'est-à-dire qu'elle retrouve dans le Web of Citation de l'époque, dans ces études-là, le but c'était, bon, si je veux travailler sur tel article, il faudrait que je retrouve qui en a parlé et qui l'a critiqué. Donc en fait, les jeux de citation, ce n'était pas pour reconnaître que c'est un bon papier puisqu'il a été cité 112 000 fois, mais qu'est-ce qu'on a dit dessus après? Ça permettait de retracer. Donc c'était un outil de recul critique et non pas d'évaluation sur les papiers initialement. Et cette disponibilité de statistiques bibliographiques se croise avec la logique libérale pour elle qui a colonisé l'enseignement supérieur avec ce qu'elle appelle, elle, le managérialisme. Et qui a amené cette idée de pouvoir manager, pouvoir gérer, pouvoir diriger l'enseignement supérieur comme une entreprise quelque part, avec des outils de mesure de la performance,
de concurrence et de reporting et de remise de compte. Enfin voilà, on finit par traiter la recherche comme n'importe quelle autre activité et il faudrait que ça rentre dans des tableurs Excel. C'est cette idée-là que la recherche peut être managée, qu'elle n'a rien de différent d'une autre activité, d'une entreprise et qu'on pourrait l'avoir de cette manière-là. Elle, sa grande question, c'est bah, comment est-ce qu'on pourrait produire des alternatives? Comment on fait pour s'en sortir une fois qu'on est là-dedans? Et elle ne propose pas de tout brûler. On est quand même des employés d'organisations qui sont soumises à ces logiques-là. Donc on ne peut pas non plus, du jour au lendemain, complètement nier leur existence. La première chose, c'est l'idée de je vais changer les choses de l'intérieur et participer à l'élaboration des classements pour essayer qu'ils soient plus subtils, plus fins. Elle dit c'est extrêmement risqué, voire elle est plutôt sceptique là-dessus. Elle, ce qu'elle propose, c'est d'essayer de mettre en place, alors elle a toute une littérature sur la résistance organisationnelle. Elle dit il faut qu'au quotidien, on résiste contre cette colonisation des classements sur nos jugements. C'est-à-dire éviter ce réflexe de « Ah, tu as publié dans Organization Studies, bravo, ça devait être intéressant ». C'est-à-dire, elle nous dit, la résistance quotidienne, c'est peut-être de plus s'interroger sur « Et toi, tu fais de la recherche sur quoi et ça donne quoi ?» et de lire ce que font les collègues plutôt que nous aussi de s'évaluer les uns les autres uniquement sur notre bibliographie de publication et le classement qui va avec. Mais d'essayer de revenir à des jugements et des émotions qui sont directs, qui sont dans l'engagement intellectuel et la confrontation avec les autres, plutôt que de nous aussi dire bah, lui c'est un bon chercheur parce qu'il a publié dans ça, ça et ça, elle c'est une bonne chercheuse, elle a publié dans ça, ça et ça, et lui c'est un mauvais chercheur parce qu'il n'a pas publié. Comme si, c'est-à-dire nous-mêmes d'incorporer cette logique-là. Alors elle parle aussi d'un certain nombre de stratégies, elle dit faut qu'on continue à entretenir notre esprit critique avec du cynisme, avec de la distance, avec de la moquerie, avec voilà, de l'ironie sur ces choses-là. Elle dit c'est très important parce que en fait, le silence génère de la conformité tout autant que l'acceptation active. C'est-à-dire de rien dire et de s'y conformer doucement. Il faut au quotidien se rappeler que ces classements ne sont qu'un outil d'évaluation extrêmement limité dans leur possibilité de capturer et de mesurer la qualité de notre travail. Ils sont là. On ne va pas les supprimer. Ils vont peut-être s'améliorer, ils vont peut-être muter, mais ils sont là et c'est comme ça qu'on sera. Mais ce n'est pas parce que c'est la règle du jeu qu'il faut qu'on se dise que c'est la seule règle possible et que c'est la meilleure règle possible. C'est pas parce que c'est la règle du jeu qu'il n'y a pas d'autre chose possible et qu'on peut tout limiter à ça. C'est à ça qu'elle appelle et que je trouvais intéressant. Donc voilà, je voulais vous en dire quelques mots.